Alors, rappelons que la politique, et ça a été démontré par l'exposé d'ailleurs de Jean-Marie Mercier, la politique est présente au départ, ne fût-ce que par le fait du secret et de l'accusation portée contre les maçons d'être politiques. D'autre part, elle est dans les constitutions d'Anderson, en ce sens que les rédacteurs ont la prudence de dire que tout pouvoir étant éphémère, un opposant politique est en quelque sorte blâmé, mais il n'est pas sanctionné parce qu'on ne sait jamais ce qui va suivre, et puis qu'il y avait un climat de libéralisation politique au moment où la maçonnerie s'est constituée sous sa forme nouvelle. Alors, du côté français, c'est pas la même chose, puisque le pouvoir est absolu et que le catholicisme est la seule religion autorisée. Et les premières manifestations de loges à l'extérieur des temples, eh bien, ont été des manifestations religieuses sous la forme notamment de participation aux offices dans les églises. Et il faudra attendre donc les dernières années de l'Ancien Régime avec le progrès des Lumières et d'autre part l'action de certaines loges de pointe comme l'Encyclopédique à Toulouse ou les Neuf Sœurs à Paris, notamment avec tout ce qui concerne en arrière-plan l'appui porté par les Français aux insurgés américains, pour qu'elles ne se cantonnent pas simplement à la pratique rituelle, à des discours convenus, moralisateurs, à la pratique de la bienfaisance, mais c'est la Révolution française qui va quand même bouleverser la vie maçonnique. Pierre Lamarck, que certains ont dû connaître, a collationné le nombre de députés maçons des trois ordres lors de la réunion des États généraux, mais on ne peut en tirer que des conclusions autres que sociologiques sur le milieu maçonnique et sa volatilité surtout, car la plupart de ses appartenances ont été éphémères et sans signification idéologique. Et il n'y a pas eu de convergence donc de ce fait résultant d'appartenance maçonnique, si ce n'est dans l'entourage immédiat du grand maître, même si des maçons de loges voisines et relevant du même ordre ont pu se concerter pour la rédaction des cahiers de doléances. Il n'en est plus de même sous la Constituante. La maçonnerie est politique officiellement, non pas comme l'a dit Bello à partir du Second Empire, mais dès la Constituante, quand le duc d'Orléans, en tant que grand maître, adresse des circulaires aux loges. La première en novembre 1789 pour leur faire savoir qu'elles doivent enseigner les devoirs nouveaux et tirer des événements la leçon qu'ils comportent. Puis ensuite, en 1790 et en 1791, par plusieurs autres circulaires, notamment pour se féliciter que les profanes soient convaincus que l'esprit d'égalité a été un feu sacré allumé et préservé dans les temples. Alors certes, ce sont des propos opportunistes et optimistes surtout, alors même que la possibilité de se réunir entre équerre et compas devient problématique ou impossible du fait de conflits internes, politiques et religieux. L'obédience se tait sous la législative et encore plus sous la Convention, où il ne subsiste comme loge maçonnique que des loges jacobines, tout au moins loges officielles, que des loges jacobines, à Toulouse en particulier, conduites à républicaniser les rituels, ce qui est très intéressant d'ailleurs, et à confondre le grand architecte de l'univers avec l'être suprême de Robespierre.